Alors bonjour à tous, rebonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, le morning meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver. On vient de faire un point sur les matières premières et sur les devises liées, donc on va passer à autre chose, on va surtout se concentrer sur l'euro-dollar. Deux choses à vous montrer et à vous rappeler. Tout d'abord, la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, c'est demain, donc demain à 13h45, où elle donnera donc euh, l'état des lieux de ces trois taux directeurs, il y en a trois, hein, le refinancement marginal, le refinancement et le taux de dépôt, et son quantitative easing, si elle fait quelque chose ou pas, et à 14h30, donc la conférence de presse de Mario Draghi. Aujourd'hui, à Francfort, à 12h, il y a une intervention de Mario Draghi, mais Mario Draghi ne fera qu'accueillir les étudiants de la compétition Euro, donc voilà, ce qu'ils appellent la Student Award Competition Teams. Euh, un certain nombre d'écoles qui participent à cette compétition. Et donc Mario Draghi les accueille à 12h à Francfort. Donc c'est pas, il n'y a pas un discours de politique monétaire précis qui est prévu aujourd'hui à 12h, mais simplement un événement étudiant organisé, probablement parrainé par la Banque Centrale Européenne. Et donc forcément ça donnera l'occasion à Monsieur Draghi de parler. Donc voilà, c'est surtout demain qu'il va falloir se concentrer sur la Banque Centrale Européenne. Alors, vous avez sous les yeux un tableau intéressant. On a coutume de vous présenter la probabilité implicite d'action de la Réserve fédérale des États-Unis sur ses taux d'intérêt. La Banque Centrale Européenne a trois taux directeurs. Le taux de refinancement, le principal, celui qui vaut actuellement 0. Le taux de dépôt, moins 0,40. Et le taux de refinancement marginal, donc tous les refinancements des banques commerciales auprès de la Banque Centrale qui se font en dehors du refinancement principal, avec des conditions plus strictes. C'est lorsque voilà, le refinancement principal n'est pas suffisant ou n'est pas ouvert. Et il est plus cher celui-là, parce qu'il est encore positif le taux d'intérêt. Donc, ce qui compte beaucoup, c'est le taux de refinancement. Pourquoi? Parce que le jeudi 10 mars dernier, la Banque Centrale Européenne l'a baissé à 0. Il était à 0,05, elle l'a baissé à 0. Ce qui a d'ailleurs au final fait monter l'euro. Et donc vous avez ici toutes les dates des prochaines décisions de politique monétaire de la Banque Centrale. Donc forcément cette semaine c'est le 21 avril 2016. Ensuite le 2 juin, le 21 juillet, le 8 septembre, le 20 octobre et le 8 décembre. Et donc forcément on voit que le marché pour le 21 avril, donc demain, pense que ce sera le statu quo. C'est-à-dire que la BCE ne touchera pas assez tôt. C'est aussi peu probable qu'elle le fasse en juin. La probabilité augmente pour la fin d'année, notamment donc le 20 octobre prochain où la BCE pourrait passer à moins 0,10. Donc tout ça pour dire que le marché se souvient quand même de ce qu'a dit Mario Draghi le jeudi 10 mars dernier lorsqu'il a dit qu'au fond le refinancement à zéro serait suffisant et que la Banque centrale n'envisageait pas de le passer négatif. Bon, on verra. Voilà pour la partie fondamentale. Maintenant on va parler des taux de change majeurs, puis des indices boursiers, puis de tout ce qui vous intéresse. Le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, rappelez-vous, la semaine dernière, il a cassé un 13,30. Nous avons fait partie, nous ici, des analystes qui mettaient surtout en avant le support hebdomadaire à 1,1260. Alors, le support à 1,1260 a tenu en clôture weekly. Depuis, on se reprend. En données journalières, il y avait donc une divergence haussière cachée. Le marché a repris 100 pips depuis. Il a fait un plus haut hier à 1,1384. En l'état, l'idée c'était de viser 1,1390, le point de décrochage du 13 avril, avant la Banque Centrale Européenne et surtout avant le discours de Mario Draghi. Bon, c'est à peu près fait. J'aurais tendance à croire maintenant que l'euro-dollar peut se mettre en position d'attente et rester, on va dire, marginalement haussier. Mais probablement du fait de dollar US, notamment cet après-midi, si les statistiques immobilières aux États-Unis sont décevantes, ça pourrait mettre un peu sous pression l'USD et entretenir donc cette reprise lente de l'euro-dollar depuis le support majeur à 1,1260. Pour demain, tout est ouvert. L'idée c'est quoi? J'ai toujours pensé que les semaines de banque centrale, il fallait day trader ou swing trader en amont. Donc c'est ce que je vous ai dit lundi. Et forcément, il va falloir passer en mode stand-by. On ne peut pas, je pense, rester exposé à l'euro-dollar au moment de la BCE. Alors la meilleure façon pour moi de vous rappeler ce risque, c'est de revenir dans le temps, et notamment au jeudi 10 mars. Voici donc le chandelier du jeudi 10 mars. Donc là vous voyez un gros chandelier haussier, vous vous dites bon bah au final c'était pas mal, c'était haussier, oui mais on va le décomposer ce chandelier.
On va le décomposer en chandelier horaire. Et vous allez voir ce qui s'était passé le jeudi 10 mars, pour ceux qui n'y étaient pas. Il s'est passé la chose suivante. Concrètement, toutes les stratégies haussières ou baissières ont été malmenées. Vous avez tout d'abord le premier chandelier horaire, moins 150 pips, avec le refinancement qui passe à 0, le QE2, etc. Et derrière, 400 points de hausse. Donc en gros, les vendeurs du QE2 se sont fait exploser. Ça c'est à peu près certain. Mais ce qui est aussi certain, c'est que les acheteurs avant la Banque Centrale, moins 150 points dans la première heure, je pense que pour la plupart se sont fait sortir. Donc, depuis le mois de décembre, la BCE génère beaucoup de vols sur l'euro-dollar. C'est plus comme en 2014 ou en 2015, où lorsque la Banque Centrale arrivait, c'était simple, hein, l'euro-dollar perdait 200 points de manière linéaire, tranquillement, et construisait donc sa tendance baissière. C'est maintenant terminé. Alors, quels sont les scénarios qu'on peut envisager pour demain? Je sais pas. Est-ce qu'on peut casser un 14,50 et remonter à un 16, un 17? Là, il faudrait une BCE avec un gros statu quo et qui serait optimiste sur la macroéconomie au sein de la zone euro. Et là, forcément, le marché s'essaierait à une cassure des 1,1450 pour aller chercher les sommets de août 2015 qui se sont faits autour des 1,17 $. Mais on peut s'attendre à tout. La Banque centrale peut être aussi un peu sous pression de la remontée du taux de change, parce que généralement c'est quelque chose qu'elle ne cherchait pas à faire. Donc voilà, à partir de là, moi je ne vais pas avoir de stratégie à vous proposer pour la BCE, hormis celle qui consistait à envisager la hausse en début de semaine. Est-ce qu'on peut aller taper un 14? Ça va dépendre de l'USD, je pense, et surtout des statistiques US, et notamment celles de cet après-midi. Mais voilà, 1,14, 1,1450, c'est une énorme zone de résistance. Donc le timing n'est plus à l'achat hein, sur ce niveau de prix. Le GBP USD, il y a des acheteurs sur le câble et il se passe des choses. Je vais vous montrer le Speculative Sentiment Index du GBP USD. Je l'ai stocké ici. C'est nouveau. Depuis la remontée du câble ces dernières séances, il y a une forte hausse des positions short. Et d'ailleurs, les positions short sont prêts à croiser à la hausse les positions longues. J'ai le sentiment que des investisseurs précurseurs, peut-être des hedge funds FX, des fonds agressifs, font le pari d'une remontée du GBP avec, jugeant peu crédible, le Brexit. Alors, accompagner des hedge funds FX qui payent le GBP, c'est risqué, parce qu'il y a quand même de la vol, et notamment le week-end, hein, il y a des déclarations, ça peut agir sur le GBP. Mais voilà, il se passe quelque chose, donc moi je ne serais pas surpris de voir le GBP USD d'abord remonter à 1,45, mais derrière tenter d'accélérer vers du 1,49 $ sur les prochaines semaines, et pourquoi pas atteindre 1,49 $ avant l'organisation du référendum, donc c'est le 23 juin prochain. Pour l'instant, on est en train de tester cette ligne de tendance, mais le marché là a envie de passer, j'ai le sentiment. Donc voilà, je pense qu'on pourra aller taper un 45 $ sur le câble. Le NZD-USD, je viens de vous en parler, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse sur retracement, et je pense qu'un bon prix d'entrée, c'est 69,40, 69,50. La UD-USD, on vient d'en parler, c'est pareil, ça reste résilient, mais sur du 0,79, 0,79,40, à la fois parce qu'il y a une énorme ligne de tendance baissière mensuelle, et en plus la Banque de réserve d'Australie qui est susceptible d'intervenir, va falloir arrêter d'acheter. Le taux de change USD CAD reste résolument baissier. Il n'y a aucun argument technique pour acheter ce marché tant qu'il ne franchit pas une résistance. En plus, hier, il a cassé un support. Je vise toujours 1,2562. Le CAD se renforce. Et je vais vous montrer le pétrole. Je viens d'en parler, mais je vais vous le remontrer. Cet après-midi à 16h30, il y aura les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Je suis haussier sur le cuivre et je vous ai proposé une stratégie de swing trading dans le Commodities Market Report. Sur l'US Oil, je ne vous propose pas de stratégie, d'autant plus qu'on est à nouveau sous résistance, les 42 $. Mais ce que je sais, c'est que depuis mi-février, la publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis ont tendance à faire remonter le prix du pétrole, souvent parce qu'il y avait un déstockage de stocks d'essence. On verra cet après-midi, mais en tout cas, ça n'a pas chuté après Doha, ça remonte, ça teste 42.
Je ne traite pas l'US Oil aujourd'hui, mais je vous invite à être très attentif à la clôture journalière, notamment, notamment si elle devait se faire au-dessus des 42 $. Bon, j'ai pas la réponse, tout est possible, donc on surveille. Mais ce que je pense, si je reviens sur le FX, c'est que l'USD CAD peut prolonger sa baisse vers du 1,26, 1,2560. Ça a toujours été massif d'ailleurs lorsque le marché a cassé les 1,2840. Et d'ailleurs, si je zoome en données journalières, vous avez donc la toute première résistance, c'est le plus bas, voilà, qui a été cassé hier, donc c'est 1,2740. Voilà, donc sous 1,2740, ça reste baissier, avec donc ce support qui correspond à ce niveau horizontal de juin 2015, qui est à 1,2560. L'USD Yen, on en vient aux indices boursiers. Alors l'USD Yen, plus aucune stratégie. Alors Sylvain avait proposé un article à juste titre sur le fait qu'il va falloir interrompre les stratégies de vente de l'USD Yen pour tout un tas de raisons. La première, ça fait quand même un an que ça baisse, hein. On vient des 125. La seconde, c'est que depuis 2 mois, la baisse s'est accélérée. Le taux de change a perdu pas loin de 15%, hein, un peu moins. Donc forcément, 15% en quelques semaines sur un taux de change important pour les exportateurs japonais, ça peut amener la Banque centrale à intervenir et c'est le 28 avril, donc la semaine prochaine, qu'elle prend une décision de politique monétaire. On ne peut pas se mettre en face d'une volonté d'une banque centrale d'agir fermement. L'idée c'est quoi? Stand-by pour toutes les stratégies de trading sur les paires en yens d'ici le 28 avril. Ça me paraît beaucoup plus safe. Après, techniquement parlant, lorsqu'on regarde l'USD Yen en weekly chart, ça reste baissier. Jambe de baisse, range. Jambe de baisse, ça fait 2 semaines maintenant qu'on est dans un range. Et en plus, un range qui ne retrace pas grand-chose. On a eu 7 semaines d'un range entre 111 et 115. Bah là, ça fait 2 semaines qu'on a un nouveau range entre 107 et 110. Donc, techniquement parlant, ça reste baissier. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on peut aller taper les 106 un jour? On le peut. Mais voilà, il y a ce risque BOJ qui fait beaucoup parler de lui, qui m'amène à vous inviter à être prudent. Après, voilà, impulsion, range, on est à nouveau dans ce range qui prend maintenant une forme technique un peu plus limpide, qui est celle d'un rectangle entre 107,60 et 109,73. Là, on est en plein milieu, je n'ai pas de stratégie particulière à vous proposer dessus. Les indices boursiers maintenant, et ensuite je vais répondre à vos questions. Donc on ira sur des actifs qui peuvent être différents de ceux dont je viens de parler. Ça peut être des paires croisées, hein, donc n'hésitez pas à laisser des questions. Alors, ça charge. Les indices, c'est parti. Alors, le Bund, tout d'abord, pour évacuer le sujet. Neutralité, neutralité totale. RSI autour de 50. Formation tout de même d'un support ici à 163. J'avais une stratégie qui était une stratégie d'achat le 11 mars. Le 10 mars dernier, la Banque Centrale Européenne a eu un impact baissier sur le prix du Bund. À court terme, on forme un support. Il n'y a plus de stratégie depuis une semaine. En plus, il y a de l'attrait pour le risque, ce qui ne va pas aider le prix du Bund, qui est déjà cher, 163. Je vous rappelle qu'à la base, lorsqu'on émet une obligue, ça vaut 100, donc c'est très cher. Et d'autre part, si la Banque Centrale Européenne, demain, n'agit pas sur ses taux, sur ses mesures non conventionnelles, et qu'en plus le discours livré est celui d'un optimisme pour la macro au sein de la zone euro, c'est pas certain que ça soutienne le Bund. Donc je constate la formation d'un support technique, mais pour autant, je ne vous propose pas, après tout le monde est libre, hein, mais je pense que c'est un peu risqué de vouloir l'exploiter pour une stratégie de trading. La seule chose qui est intéressante, c'est qu'on sait comment gérer son risque. C'est pile poil sous 163. C'est donc un chiffre rond. Le Lucasson, le CFD Lucasson pour la bourse de Londres, objectif atteint 6440. C'était une cible que je vous ai proposée lorsqu'on est sorti par le haut de ce range. Après, on est collé sous le range et il n'y a pas de rejet. Pour beaucoup, ça dépendra de la BCE. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre la bourse de Londres et la BCE? Tout simplement parce que la bourse de Londres est hyper corrélée au marché action de la zone euro.
Vous pouvez superposer le FTSE, le CAC, le DAX, le S&P 500, l'US 30, le Nikkei, Shanghai, tous ces indices, et vous allez voir que la bourse de Londres reste quand même très liée à la dynamique des actions de la zone euro. Donc, en l'état, partant du principe de cette corrélation positive, je pense que la bourse de Londres réagira aussi à la Banque Centrale Européenne. Et d'ailleurs, techniquement parlant, les configurations sont similaires. On remonte depuis 2 semaines, c'est propre, et on est revenu se positionner sous des résistances importantes. Le CAC 40, 4580, c'est le plus haut de l'année, c'est le plus haut du 4 janvier, c'était la première séance de l'année. Sur le CAC 40, 4580, c'est le plus haut du jeudi 10 mars, avec cette séance clairement à part du jeudi 10 mars, qui était celle de la BCE, où on avait dans un premier temps accéléré, on a tapé 4580, justement le plus haut du 4 janvier, en fait c'est le cours d'ouverture du 4 janvier. Le plus haut de la bourse de Paris, c'est l'ouverture de l'année. C'est pas le 1er janvier, la première séance de l'année. Vous allez voir, c'est le 4 janvier, c'était lundi 4. Donc c'est un niveau techniquement qui est important et qui d'autre part c'est un prix de référence. C'est-à-dire que si on le dépasse, on se retrouve en hausse depuis le cours d'ouverture de l'année. Alors pas en termes de variation depuis le 1er janvier. Pourquoi? Parce que le 31 décembre, on avait clôturé à 4600 et quelques. Et comme on avait ouvert en gap la première séance de l'année, le plus haut est à 4587, je crois. C'est aussi le plus haut du 10 mars, où finalement on avait clôturé nettement en rejet baissier. Donc il y a beaucoup, je pense, d'intérêt. Et c'est donc un point commun technique à tous ces indices boursiers de la zone euro. Ça fait 2 semaines, on est remonté, et là on rejette pas, on se met en position d'attente. Et j'ai le sentiment que le marché attend un catalyseur, soit pour fermement rejeter, soit pour faire des cassures haussières. Et dans ces cas-là, on a quand même des éléments qui permettraient de l'envisager. On reparle beaucoup de la Chine depuis la semaine dernière. Là, ça parle aussi beaucoup des résultats trimestriels des entreprises américaines, notamment des banques américaines, les 4 grosses banques américaines, alors qui certes ont pour la plupart des revenus en baisse, mais en baisse moins forte que prévu. Et ça, à Wall Street, eh ben, ça paye. Alors, le SP500 et le Dow, eux, n'ont pas attendu l'Europe pour monter. La dynamique haussière des marchés actions US, elle a commencé le 11 février, je vous laisse calculer, 11 mars, 11 avril, ça fait 2 mois que ça monte à Wall Street. Et au final, si vous prenez le SP500, on est en range depuis 2 ans, hein, entre 1800 points et 2130. Alors, les marchés actions US, représentés ici par le SP500, approchent de leur sommet historique. Le sommet historique du S&P 500, c'est 2137. Il y a une résistance ici qui date du novembre 2015 à 2116. Et le marché, petit à petit, continue de remonter en direction de cette zone. Il faut quand même avoir conscience que Wall Street approche de ses sommets historiques. Alors, 2 cas de figure me paraissent envisageables. Soit il y a une rotation géographique, c'est-à-dire que ça fait 2 mois que ça paye Wall Street et que ça ne payait pas l'Europe. Les investisseurs changent, un peu comme la relation AUD et NZD. Ça payait de l'AUD, ça va peut-être moins payer, mais on peut se reporter sur le NZD. Ça payait Wall Street, on arrive au contact des sommets historiques, peut-être des prises de bénéfices pour revenir sur les actions européennes qui n'ont pas monté. Mais aussi, on peut envisager que le fait que Wall Street atteigne ses sommets historiques fasse finalement reculer tous les marchés actions. Je ne sais pas ce qui va se passer, j'attends que l'analyse technique me donne la réponse. Pour l'instant, le SP500 semble avoir encore marginalement un petit potentiel de hausse, notamment pour aller chercher 2116 ici, ou encore sur l'US 30, aller chercher les 18 150. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien à Wall Street. Et on attend aujourd'hui encore des résultats d'entreprise. De toute façon, on est en plein cœur de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont attendues sur les résultats US. Alors les banques, elles ont pour la plupart publié. Donc ça c'est bon. Aujourd'hui, pour les résultats US, vous avez à l'ouverture de la session US, avant l'ouverture, Coca-Cola, Bancorp, Abbott, EMC, TE Connectivity, bon, des boîtes du SP500 que je connais pas. Mais surtout ce soir, American Express. C'est pas une banque, American Express. C'est pas une banque. Mais American Express, c'est les cartes bancaires.
Et autant vous dire qu'aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, beaucoup de transactions se font via carte bancaire. En l'état, les résultats d'American Express sont surveillés pour avoir une idée globale de la consommation. Parce que l'activité dépend justement de ce qui est enregistré et ce qui est réglé par carte bancaire. C'est pour ça que c'est probablement aujourd'hui l'entreprise US à suivre les résultats donc d'American Express pour un impact donc sur Wall Street, mais demain, parce que les résultats sont publiés après la clôture de Wall Street. Et maintenant, si on parlait de l'intraday, eh ben, le DAX ne lâche rien, décidément rien. Rappelez-vous, tout a commencé le 7 avril avec cette superbe divergence haussière H1, dont la cassure des 9500 points avait donné des signaux d'achat. On vous a proposé des stratégies pour viser 10 100 points, et les 10 100 points ont été cassés il y a 2 jours. Signal d'achat, cassure haussière des 10 100 points, avec un objectif de cours technique à 10 285. Une résistance hebdomadaire. Je vous remontre le graphique weekly du DAX. 10 285, c'était le plus bas de cette première semaine de décembre et le point de décrochage de janvier 2016. Le marché l'a repris. Je visais ensuite 10 400, on a fait 10 377. Le weekly chart m'invite à être positif, mais un weekly chart, ça peut faire atteindre ses objectifs en 2 ou 3 mois. Donc ça n'a rien à voir avec l'intraday. Qu'est-ce qu'on peut voir en intraday? En données horaires, vous pouvez tracer un canal de hausse, 2 canaux de hausse depuis justement le 7 avril. Alors ça peut temporiser un peu. On a cassé une première trendline. Le RSI H1 est en train de se replier. Mais dans toute cette phase de baisse du RSI H1, regardez ce que font les prix. Un range rectangulaire impeccable entre 10 235, 285 et 10 380, je crois, comme ça, voilà, 380. Alors, attention tout de même. Pour l'instant, le marché travaille MM 20 heures. Peut-on acheter sur le GR30 la MM 20 heures et les 10 285? Je suis méfiant parce qu'il y a quand même un net repli du RSI H1. Donc, j'aurais tendance à ne pas le faire. Mais plutôt à attendre soit qu'on casse les 10 285 pour aller chercher un support un peu plus bas, ou que la dérive latérale se poursuive jusqu'à ce que les indicateurs de momentum soient dégonflés. Donc, d'autre part, bon, de toute façon, c'est comme le Rodol. Vous voulez tenir une position ouverte au moment d'ABCE, prenez votre chandelier journalier du DAX le jeudi 10 mars. Je pense que ça va refroidir vos ardeurs. C'était encore pire que l'euro-dollar, ce qu'ont fait les indices boursiers le jeudi 10 mars. Je ne vois pas comment le jeudi 10 mars, acheteurs et vendeurs pouvaient tenir, puisque concrètement, les deux camps ont eu leur mouvement volatile contrarien qui les sortait, quoi. Donc sur le GR30 en horaire, soit le marché casse 10 285 et fait un pullback vers 10 200 par exemple, retrace un peu la jambe de hausse d'hier, soit on reste dans le range jusqu'à être soutenu par des lignes de tendance. J'aurais tendance, moi, à faire confiance au RSI H1, le laisser se dégonfler, au moins jusqu'à 50, qui est donc la neutralité et qui fait support en tendance haussière. Et à ce moment-là, avec un RSI H1 sur 50, envisager de l'intraday, peut-être pour cet après-midi, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je vais poster. Donc voilà. Donc, Brown Teddy qui nous rappelle la proximité du haut du nuage sur la UD/USD en Ichimoku. Un beau graphique aussi daily du NZD/USD avec toutes les stratégies qui sont des belles stratégies d'achat d'ailleurs. Alors, GBP/USD. Alors le Bund est directement lié à la BCE, oui, parce que la BCE en achète du Bund. Alors AUD NZD, j'y vais de suite. Alors,
sans surprise, c'est un range parce que l'AUD-USD et le NZD-USD sont globalement bien orientés. Je rappelle que la UD-NZD, c'est une paire croisée, hein. J'exagère en disant ça, qu'elle n'existe pas par elle-même, mais en fait, si, ça n'a pas d'existence, la UD-NZD. C'est juste deux devises qui cotent face au dollar et on en déduit une cotation croisée. C'est tout. C'est un range. Après, il y a quand même un support que le marché forme à indice 30. Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'on peut payer du indice 30 dès que la UD-NZD il tombe dessus, ça se paye. Pourquoi ça se paye? Déjà, c'est un chiffre rond, c'est indice. Le RSI D1 tient 50, ça fait plusieurs séances que ça paye. Et surtout, le plus important, si on achète indice sur la UDNZD, à 1,0980, on n'y est plus. C'est-à-dire que la gestion du risque, elle est hyper serrée. Et ça, ce sont les meilleures stratégies de trading. Donc là, on est à 1,1146, donc on ne peut pas passer long. Mais regardez, hein, encore ce matin, on s'approchait des indices. Donc voilà, c'est tout ce que techniquement je peux vous dire. Il y a un support à indice 34, indice 30, indice 34, qui peut éventuellement s'acheter. Alors visiteur, alors certains qui sont arrivés un peu en retard me demandent qu'est-ce qui se passe à midi. Alors j'y reviens. Euh, il se passe ça à midi. Mario Draghi accueille, hein, c'est écrit noir sur blanc en page d'accueil de la Banque Centrale Européenne, les gagnants de la compétition des étudiants de la génération euro, qui rassemble des étudiants de tout un tas d'écoles à travers l'Europe. Et la remise des prix sera faite à Francfort par Mario Draghi. Donc, n'attendez pas grand-chose. Forcément, tout le monde avait posé les questions. Qu'est-ce que va faire la BCE demain? Mais est-ce que vous pensez qu'il va vous donner la réponse? Non, donc la vraie conférence de presse, ce sera demain à 14h30. Après, c'est certain, dès qu'ils prennent la parole, ces gens-là, le marché s'excite un peu. Mais là, c'est juste une remise de prix à une compétition organisée par des étudiants qui ont l'air d'avoir la foi en la zone euro. C'est la génération euro. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais c'est surtout, c'est une remise de prix. C'est une remise de prix aujourd'hui à midi. Voilà. Alors pourquoi est-ce que le GBP monte? C'est justement la question à 1 million de dollars. C'est le mouvement qui passe un peu inaperçu cette semaine parce que tout le monde parle des matières premières, du pétrole et de l'euro. Et puis moi, depuis hier, j'ai vu quelque chose. J'ai vu deux choses. Tout d'abord, la force du câble, un euro GBP qui casse un support et la modification des données de positionnement des retail traders sur le câble. Ça commence à shorter massivement. Et le GBP USD commence à monter. Alors je me dis que peut-être on a là des précurseurs, des acheteurs qui se disent que jamais le Royaume-Uni quittera l'Union Européenne. C'est agressif comme positionnement parce que c'est volatile. Mais là, le câble à court terme, j'ai le sentiment qu'il s'essaye. Il y a une sortie par le haut de ce range qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. J'exagère peut-être en disant qu'on peut atteindre 1,49 avant le 23 juin, mais peut-être au moins aller chercher le haut du range, cette ligne de tendance. Alors, ça passe exactement à 1,4660. Le marché pourrait aller chercher 1,4660. Je dis bien pourrait, avec un gros A, un gros I et surtout un gros T. Donc c'est hyper conditionnel. Il faut aussi être prêt qu'à tout moment ça reste dans le range. C'est pour ça que... Mais je pense que c'est spéculatif et il y a eu aussi beaucoup de prises de parole de membres du gouvernement britannique mettant en avant le risque financier pour le citoyen britannique. Et forcément derrière on peut s'attendre à une modification des sondages en faveur d'un maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, ce qui bénéficie au GBP. Parce que sur les derniers mois, le GBP il a baissé pour beaucoup avec la Banque d'Angleterre, mais aussi pour beaucoup avec le risque de voir le Royaume-Uni quitter l'Union Européenne. Je serais incapable de vous dire qui a le plus joué, mais si vous me posez la question pourquoi le GBP remonte cette semaine, c'est probablement parce que les prises de parole des membres du gouvernement ont peut-être un peu fait évoluer les sondages en faveur d'un maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Voilà, il n'y a rien de concret dans ce que je vous dis, c'est juste une opinion. Mais j'éviterai de le shorter, le câble. À court terme, il y a du momentum aussi. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, visiteur, le GBP USD n'est-il pas un piège haussier?
Alors, il y aurait un piège haussier s'il y avait un signal d'achat. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat, puisqu'on est en train de tester le haut du triangle. Il y aurait un piège haussier si par exemple on dépassait un 45 et que ça retombait tout de suite. Mais le signal d'achat, ce serait, allez, une cassure des 1,44. Une vraie cassure journalière des 1,44, par exemple 1,44,40. Et là, je pense qu'on peut aller chercher un 47. Mais si le marché retombait tout de suite, ce serait un piège. Pour l'instant, il n'y a pas de piège dans le sens où il n'y a pas vraiment de signal d'achat. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc merci d'en avoir posé et d'avoir participé. La prochaine émission, c'est à 13h, le 13h des Day Traders. Et moi, je vous retrouve à 15h15, je crois. Je vous retrouve à 15h15 pour l'ouverture des marchés US. Merci à tous et à tout à l'heure.